Ravi de vous retrouver en espérant que vous avez passé un bon week-end, ce qui aide évidemment à débuter la semaine. Une semaine qui débute d'ailleurs par une météo clémente, ça on le sait, ce qui arrange tout le monde. Et je vais donc commencer par vous présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui en studio, à commencer par Claire Colombel. Bonsoir, Bonsoir, vous avez très jolies couleurs, Claire. Merci. Alors je ne sais pas si ce sont des vraies taches de rousseur ou si c'est le soleil qui a fait quelque chose. C'est des vraies taches de rousseur, oui. Mais après, ça le soleil, ça arrange. Hein. D'accord, et c'était où le soleil? C'était en France. C'était en France. Oui, on sait très bien qu'en France, on a du soleil. Je sais. Et d'ailleurs, je vous ai ramené des couleurs. Des livres colorés. Bon, d'accord, certes que la couverture, étant donné que les mangas, la plupart sont en noir et blanc. Mais je vais vous parler d'amour, de cerisier, du Japon et en même temps de criminalité, de feu, d'incendie et de tueurs. On sera encore là demain. Oui. D'accord. Philippe Bello, bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, vous, la Grèce, évidemment, vous connaissez. Ah oui, bien. j'adore la Grèce. Vous connaissez bien. Sûr. Ah, vous connaissez particulièrement Corfou. Oui. Et je crois que vous êtes trompé. Oui. Parce que vous vous êtes dit, tiens, il y a J'ai rien préparé sur Corfou, fallait me le Je dire. sais. Non, mais il y a quelque chose qui se rapprochait en Essonne. Ah oui, Torfou. Eh ben voilà. Oh là Eh ben là, voilà. elle vient de loin. Oh là là, Eh je ben sais voilà. où est-ce qu'il va m'emmener. Oui. Eh ben voilà. Et il n'y a pas de temple grec Oui. à Torfou. Par contre, il y a peut-être un temple inca. Un temple inca à Torfou. Oui. Non, c'est pas vrai, on coupera au montage. Hein. Ah ben non, on peut pas. Il n'y aura pas de montage. on est Alors donc oui, on va aller à Torfou, petit village au centre de l'Essonne. Je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle Torfou tout à l'heure. Tu le sais peut-être pas d'ailleurs, Patrice, tu le sais peut-être d'ailleurs. Il a fait des recherches. Il y a 2 pages de Wikipédia. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas On verra vrai. tout à l'heure. T'inquiète pas, il te dira qu'il ira après me voir. Voilà, oui. Mais alors, Ce n'est très pas beau vrai. village. Cela dit, c'est quand même relativement boisé. Hein. Oui. Voilà. Oui. Et c'est le plateau de Lurpois. Oui. Hein, Ah oui, c'est vrai. D'accord. Oui, Bon, oui. on verra ça dans un instant. Et heureusement qu'il est déjà venu une fois il y a quelques mois, parce que sinon on doit nous prendre pour des fous. Philippe Daniel Lotto, bonsoir. Bonsoir Patrice, vous allez bien? Ça va. Alors vous êtes auteur, vous êtes écrivain, et il y a une pièce que vous affectionnez évidemment particulièrement, c'est Grand appartement entre amants. La dernière fois, je ne vous avais pas demandé s'il y avait un jeu de mots ou pas. Eh si, il y en a un. Ah. Parce que c'est grand. Oui. Forcément. D'accord. Voilà. Et ils sont 6 sur scène. Je Donc, sais. Forcément, c'est grand. Je sais. Alors, c'est votre grand bébé. Vous écrivez également des chansons et des poèmes, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et je rappelle quand même que vous êtes essonnien, parce que vous habitez, vous n'êtes pas né en Essonne, vous êtes né à Chartres, je crois. Exactement. Bon, vous avez, Mais on m'a accueilli. ben d'accord, vous avez mieux fait de naître en Essonne, Chartres. Oui, oui. D'accord. Bon, mais Sainte-Geneviève-des-Bois l'a fait. Sainte-Geneviève-des-Bois l'a fait. Voilà. Le maire, Léonard, c'est bien ça? C'est bien sûr. Voilà, un ancien député, Julien Drey. Oui aussi. Voilà. Hein, voilà. Très bien. Puis Et des Et le nom nouveaux. des habitants, Patrice, de Sainte-Geneviève-des-Bois? Les jeunes fois, les Non, jeunes non, voix, les Genevéfins. les Genevéfins. Fennes aussi. Parce qu'il y a des Les femmes. Genevéfaines. Eh oui, il y a des femmes aussi. Il y a des femmes. Eh oui, il y a des femmes. Alors des femmes, il y en a dans votre livre. Ah oui. Il y en a 2 particulièrement intéressantes. Ah bah 3. Ah bah 3 tout de même. Trois. Oui, il y a une belle mère. Il y a une belle mère. Hein, il y en a toujours une quelque part. Il y a une On va belle les pas mère. planquer dans le placard. Non, c'est vrai. Alors bon, attendez, manifestement, on voit bien que c'est pas la pièce classique que vous avez écrite, mais ou alors le classicisme, il se fait dans le côté boulevard que vous adorez. Ah bah tout à fait. J'aurais pas écrit cette pièce si je n'avais pas eu l'occasion de voir quelques pièces sur Paris, notamment. Donc ça m'a aidé. Ma vie m'a bien aidé aussi à écrire cette pièce. Parce que votre vie est une pièce de Forcément un boulevard. vaudeville. C'est vrai? Bah, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai écrite. Il y a quelques situations que j'ai vécues dans ce livre. Alors attendez, donc vous trompiez votre femme. Absolument pas. Voilà, votre femme C'est vous le trompait placard avec son patron. Voilà, exactement. C'est ça. Et moi, je me suis trompé de placard et d'armoire. Voilà. En fait, un petit bout du résumé du bouquin, cette espèce de chassé-croisé qui est admirablement bien vécu, bien fait, comme dans toutes les théâtres, les pièces de boulevard où on est obligé d'aller à l'essentiel. Alors certains diront que ce n'est pas du grand art parce que évidemment il y a des éclats de rire, il y a des claquements de porte, mais ça fait tellement de bien parce que c'est du vécu de tous les jours. Ah, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que d'ailleurs, je m'entoure d'une équipe qui, à la lecture de la pièce, on rit. Donc rire pour plaire au public, c'est aussi se déplacer et voir une belle pièce de théâtre. Voilà. Alors quand on vous avait reçu, c'était tout frais, et puis vous étiez en mal de salle de spectacle, on peut dire. Exact. Bon, tout à fait. ça a changé. Ah bah tout à fait. On a des ouvertures plausibles maintenant, puisque l'on joue cette pièce. Je cite le lieu, Bien entendu. qui est le Ludion, le 5 octobre, C'est dans à pas longtemps. Villemoisson-sur-Orge, c'est-à-dire cette semaine, le 5 octobre. Alors là, c'est une salle qu'on peut dire normale. Oui,
320 personnes, Oui. quand même, c'est de la normalité, si on peut parler de normalité. D'accord. Voilà. Donc toi, c'est Villemoisson. C'est Villemoisson. Et alors après, c'est plus Villemoisson. Ah, je suis allé dans ce qu'on appelle des choses atypiques, même éclectiques. Je joue sous chapiteau à l'ancienne, à ce qu'a fait Lanzac, je le fais. En clair, je suis accueilli, on fait une petite tournée fin 2012, 4 dates, Ouais. sur Lompont-sur-Orge et Igny, avec un nouveau partenaire, c'est un cirque qui s'appelle le Rudigliata Circus, qui, en ayant à lire le livre, un soir de dédicace, ça leur a plu, et ils m'ont dit, pourquoi pas, en deuxième partie de spectacle, présenter du théâtre chez moi. J'ai accepté l'idée, et ça peut partir sur une tournée 2013 sur une vingtaine de villes en Essonne. Ça, c'est quand même rudement bien. Le directeur, il a un nom d'un musicien extrêmement connu. Oui, alors c'est Monsieur Nel Hendricks, voilà, et son papa Oslo, et bien sûr toute la famille Hendricks, qui sont apparentés. C'est un cirque quand même qui a 300 ans, Ah, oui, voilà, je sais. qui tourne. Ah, vous savez, d'accord. Eh bien, donc sur ces 300 années-là, ils sont apparentés avec Mama Bouillonne, qui bien évidemment assujetti pourrait nous rencontrer si la pièce lui plaisait. A priori, il est question d'un dîner un soir, que je puisse faire participer, on va dire entre guillemets, l'envie de théâtre parce qu'elle aime le théâtre. Voilà. Pourquoi pas? Alors, on va revenir à votre pièce. Je parlais de claquement de porte tout à l'heure, et je ne sais dans combien de pièces il y a un personnage qu'on revoit, qui est presque un fil conducteur, c'est la bonne. Ah oui, tout à fait. Mais cette bonne-là, si vous voulez, on a voulu lui donner un petit plus. Hein. D'après le metteur en scène, il fallait travailler cela. Donc moi je dis oui, pourquoi pas. Adaptation veut dire aussi scénar. Il fallait donc travailler sur le personnage. Il va y avoir un petit zozotement chez cette personne-là, un peu comme le ferait Margot. Voilà. Donc on aime bien cette attitude de boniche zozotante. Voilà. Boniche zozotant. Voilà. Ok. Ça plaît à Patrice. C'est pourquoi? Il imagine tout de suite la petite boniche. Mais très jolie en même temps. Hein, une qui zozote un plastique, peu. Serditi, vous êtes tous Serditi, allumez la lumière, je sors de là mais je vous vois pas. Non, mais attends, est-ce que vous vous imaginez un petit peu, là, je vous regarde, et franchement, vous, avec une espèce de petite robe comme Ah bah ça, moi c'est épouvantable. Mais pas moi. Oui. Je rentre pas dedans. Ah bah heureusement. Une petite bonne, une petite Heureusement. Ah, mais Un cauchemar. La nuisette est prévue à cet effet, si vous voulez. pour La vous. nuisette sur Philippe Bello. Alors bon, la bonne, hein, Boniche, un peu populaire, mais enfin bon, ça fait partie de, Oui, ça fait partie de la pièce. Oui. Comment vous avez choisi les comédiens? Rappelez-vous, quand on s'était rencontrés, j'ai l'honneur de connaître Bertrand Hattmann, je pense que vous Oui. connaissez bien, c'est un acteur qui est connu aussi, publiquement parlant. Et le choix des comédiens s'est fait par un casting, forcément, puisqu'il l'a choisi lui, de par le fait. Et puis, la nouveauté des gens, comédiens de surcroît, ou le one-man show, a fait qu'on a ramené quelques personnes supplémentaires. Et dans l'exécutivité, il nous fallait forcément des gens d'un certain âge. Donc on a choisi des gens d'un certain âge pour le beau-père et la belle-mère, et d'autres qui soient un peu plus apparentés à la quarantaine. Ce qui fait qu'il y a 3 personnes qui sont susceptibles d'être de la quarantaine. Le vieux beau, vous avez deviné, c'est Bertrand Hattmann, ouais. voilà. Et bien évidemment, les autres personnages clés, phares, qui ont une petite renommée sur les planches parisiennes, mais qui sont, on va dire, du café-théâtre. Voilà. D'accord. Alors, on continue de parler de grands appartements entre amants. Dans quelques minutes, on va revenir à Torfou en compagnie de Philippe Bello. C'est là il a choisi de passer ses vacances, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que Torfou, souvent on passe sur la Nationale 20 quand on descend en direction des Tempes, on voit ou alors quand on va à la Chamarande, Oui. on voit panneau Torfou et on se dit toujours mais qu'est-ce que c'est que ce Torfou? Alors sur la droite on voit qu'il y a une espèce de grand ensemble, alors c'est pas Torfou, où il y a les stocks d'une grande surface, c'est pas Torfou, Torfou c'est de l'autre côté de la Nationale 20, et c'est dans un petit village, un tout petit village, oui. Et au fait, comment on appelle un habitant de Torfou? On ne l'appelle pas. Si. Je ne m'en souviens plus. Eh ben c'était voilà, trop parce vieux, qu'on a essayé de me moucher tout à l'heure. Je me souviens On plus. les appelle les Torfagiens. Oh, c'est Voilà. très beau, c'est très beau. Eh bien justement, nous avons rencontré des Torfagiens puisque nous avons vu dans Torfou des vieux monuments. Il y en a un, c'est celui-là. La première énigme, construite vers 1846, je regroupais à l'époque l'école et le logement de l'instituteur.
à mon avis, j'ai pas besoin de beaucoup chercher. Ce genre de choses, c'est la mairie. Alors, si vous êtes d'accord, on fonce à la mairie. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir à Torfou. Alors devant la mairie, c'est bien ça ? Devant la mairie, qui était l'école et le logement de l'instituteur au premier étage. D'accord. Dans les années dans les années 60. Et que vous avez conservé avec, je vois avec même les anciennes inscriptions, mairie, école. Oui, ça on a conservé toute la mairie telle qu'elle était parce qu'on est en site inscrit bâtiment de France. On est bien à Torfou parce que ici on a la tranquillité, le calme par rapport aux petits villages qu'il y a aux alentours. Nous n'avons rien, nous n'avons pas de commerce, mais on a réussi à garder une école avec un réfectoire le midi pour les 25 enfants qui sont à l'école. Et le village, lui, il est d'une tranquillité exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup de circulation en dehors de la rue principale. Le village s'enroule autour de ce qu'on appelle le clos carré, qui est le champ au milieu là, du village. Et les maisons se répartissent tout autour. Le cœur du village, lui, il est un petit peu derrière moi, ici, derrière la mairie, autour de l'église. Ici, à Torfou, donc, on est 280 habitants. Ah oui. C'est un petit village, vous connaissez presque tout le monde alors. Ah bah personnellement je connais tout le monde. Et tout le monde se connaît plus ou moins. Construite avant les lois de la Troisième République sur l'obligation faite à chaque commune de posséder une mairie et une école, elle répond cependant à ces critères. Comme le montrent les écriteaux encore visibles insérés dans le linteau des portes, elle regroupait à l'époque en un seul bâtiment la mairie, la salle de classe et le très modeste logement de l'instituteur. C'est ça l'Essonne en fait, c'est le contraste. Vous parliez du Ludion à Villemoisson, donc qui est une ville qui est très urbanisée, et puis les petits villages tout petits, 280 habitants. Vous verrez toute la semaine, vous allez découvrir Torfou, c'est très sympa. 270. Ah, il y en a 10 de morts depuis le tournage. Alors, non, il y en avait 280 quand j'ai tourné. Donc, je vous disais, donc toute la semaine, on sera à Torfou. Et si toutefois, vous voulez revoir l'émission de Torfou, ou bien votre émission, parce que Sainte-Geneviève-des-Bois, on y a fait une émission il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans. Ah oui, mais elle était magnifique, l'émission. Il y avait, je me rappelle, un éléphant à Sainte-Geneviève-des-Bois, éléphant rose. Bien sûr, qui est repeint constamment parce que les gens n'aiment pas le voir rose. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il faut voir l'émission, on vous explique pourquoi. Ah bon ? Oui, on vous dit même d'où il vient cet éléphant. C'est fou. Il vient d'Asie. Ah oui, c'est un collectionneur, effectivement. Alors donc, si vous voulez revoir Sainte-Geneviève-des-Bois, une seule solution, téléson.fr. Eh ben, écoutez, avec plaisir. Donc, toute la semaine, Torfou. Et vous allez voir, on a des trucs sympas à Torfou, une cueillette. Je ne vais pas tout vous dire tout de suite parce qu'il y a une cueillette à Torfou. Ah oui, je le vois. C'est-à-dire que vous y allez, il y a des grands champs avec des pommes de terre, avec des tomates, et vous avez votre panier, et vous c'est très sympa. Très sympa parce qu'on prend l'air, et très sympa avec la famille, les enfants qui découvrent, tiens, une tomate, tiens, oh, monsieur Arditi. Non, ne touchez pas. d'accord. Là aussi. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Bon, merci Philippe. On va vous demander, Claire, alors d'essayer de nous parler de ces 2 mangas. Je vais commencer par Prophétie, qui est quand même un manga qui a été extrêmement attendu par les amateurs de ce type de lecture. Voilà. Alors, le nom de l'auteur est assez imprononçable. Il s'agit de Tetsuya Tsutsu. Voilà, c'est imprononçable. Vous voulez le lire ? Je vous laisse essayer. Je vous montre où c'est. Il est où ? Là. Bah quoi, Tetsuya tout de suite ? Voilà. Bon. Belle prononciation. Voilà. Bon, on va quand même montrer quelques images aux téléspectateurs grâce à notre petite caméra. D'accord. Donc il s'agit en fait de la section de la lutte contre la criminalité à Tokyo qui justement traque les bandits. Donc dans les premières pages, on voit qu'ils commencent à arrêter du monde. Sauf qu'il y a un individu qui est masqué là par un journal, donc qu'on voit bien sur le livre. Et cet individu, il annonce sur Internet, grâce à des vidéos qu'il poste régulièrement, des incendies, des agressions, des viols. Et chaque fois, le lendemain, ça se produit. Donc la police commence à en avoir marre. Ah, donc c'est pas un corbeau. D'accord, il annonce. La police commence à en avoir marre, commence à le traquer, trouve un lieu où il pourrait être susceptible d'avoir filmé ces vidéos. Donc il se retrouve à cet endroit dans un cybercafé. Ça n'aboutit à rien et en fait on apprend au fur et à mesure que nous on commence à avoir des informations, la brigade collecte un petit peu d'informations mais n'en a pas non plus énormément, donc voilà, on découvre un petit peu au fur et à mesure. Bien sûr on n'a pas la fin étant donné que c'est un manga en 4 tomes,
Donc assez rare pour cet auteur étant donné qu'il est plutôt habitué au one shot. Donc à savoir s'il va réussir à tenir son lecteur en haleine jusqu'au bout, étant donné que c'est pas un grand habitué de ce style d'écriture. Bah, attendez, vous avez lu le premier, donc est-ce que ça tient le coup? Vous avez envie de lire le deuxième? Le premier, moi j'ai envie de lire le deuxième. Voilà. Donc voilà. Après, on va d'ailleurs tout de suite écouter l'interview d'un amateur de manga, donc qui travaille à Cellule Grise Album, un magasin qui est à Évry, spécialisé dans les BD et dans les mangas. Donc voilà, je vous propose d'écouter sa réaction. On en reparle un petit peu après. C'est un manga qui va être une série en 4 tomes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à certains one-shots que l'auteur a réalisés, il va pouvoir étayer le scénario vraiment en fait sur la longueur. Par exemple sur Dead Hunt, qui était très bien en fait comme one-shot. La seule petite difficulté, c'est que effectivement, il tient sur un livre, donc le scénario a été quand même vite bouclé en fait. Voilà en fait ce que je peux vous dire sur Prophétie. Donc je vous invite à le lire parce qu'effectivement, on parle des réseaux sociaux à l'intérieur. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup actuellement. La façon de communiquer et par exemple, ça reste, comme le fait habituellement l'auteur, vraiment un manga basé sur l'enquête. Donc voilà, la suite est quand même assez attendue par les amateurs de ce style de littérature, surtout que l'auteur a quand même maintenant fait son nom. Donc il est sorti au mois de juin 2012. La suite, il n'y a pas encore de date pour sa sortie. En général, il faut attendre environ un an. Donc voilà, au niveau du prix, c'est 7,90 €. C'est Kiyun qui s'occupe de la commercialisation et il y aura 4 tomes. Donc voilà, c'est une très bonne critique concernant ce manga. Je vais vous présenter un autre manga, donc d'un style totalement différent. Ça, c'était plutôt un manga adressé aux adultes. Là, c'est plutôt un manga pour adolescentes. Même adolescentes. C'est ce qu'on appelle les shoujo. Donc plutôt vraiment pour les écolières, collégiennes, lycéennes, donc qui tournent en général toujours autour d'un style un petit peu de romance, voilà. Donc là c'est l'histoire de deux frères qui ont leur père qui est décédé et le rêve commun des deux frères, étant donné que c'était ce que le père souhaitait, c'est de devenir joueur professionnel de baseball. Donc voilà, le problème est qu'il n'y a qu'une seule personne dans l'équipe dans laquelle il joue qui peut devenir professionnel, qui peut intégrer une école pour devenir par la suite professionnel. Donc voilà, il y a une concurrence entre les deux frères, sachant qu'il y a une fille entre tout ça qui est plutôt amoureuse de l'aîné, sauf que c'est le jeune frère qui lui est amoureux de cette fille. Donc voilà, au fur et à mesure de l'histoire, ça se dévoile. C'est assez poétique, voilà, même au niveau du dessin, le dessin est assez joli. Si on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup de traits de crayon, c'est assez léger, assez doux. Donc c'est vrai qu'au niveau de lecture, c'est assez agréable à lire. Donc voilà, par contre plutôt adressé aux filles parce que bon, les garçons risquent un petit peu de se lasser de cette lecture. Au niveau du prix, donc c'est 7 €. C'est un manga en fait qui a été créé en 1992, mais qui a mis énormément de temps avant d'être publié. Donc là, il vient de sortir au mois de juin. Et dedans, vous retrouvez 2 autres récits également, du même auteur. Il s'agit donc de Ai Yazawa. Voilà, donc un seul tome. Il y a 3 histoires dedans, donc assez sympa, ça se lit rapidement. Et c'est vrai qu'on accroche quand même bien. Ça vous intéresserait, vous Ma fille, certainement. Moi, c'est pas une lecture pour garçons. Je sais pas ce que j'allais dire. Non, mais d'écrire un manga. Plutôt le deuxième. D'écrire oui, tout à fait. D'écrire un manga. Et puis, justement, j'en écris un, mais c'est pas... Non. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Le Père des éléphants. C'est un roman, mais ça se passe en Afrique. Mais un manga aussi Ah non. Ah bon, un roman, d'accord. Oui. Non, mais vu t'es surpris là. Mais non, pourquoi pas? Les mangas ne sont pas toujours écrits par des Japonais. On a des mangas écrits par des Français, des Américains, des Africains, des Nord-Africains. Voilà, donc c'est vrai que les lectures sont assez variées et les thèmes abordés sont assez variés. Dans celui-là, on a vraiment quand même tout le côté réseaux sociaux et en même temps, je dirais limite une critique du système un petit peu japonais. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pour ma part, j'ai regardé quelques photos. Lectures. Je trouve qu'il n'y a pas de violence sur celui-ci. Ah non, celui-là est vraiment très doux. Pour ados? Ah oui. Oui, bien sûr. Non, alors que étonnamment, il y en a sur d'autres volumes qui sont assez violents. Mais c'est parce que c'est aussi adressé aux filles, donc c'est pas les mêmes thèmes parce choisis. Que les filles ne sont pas violentes. Non. Une précision, c'est que les auteurs de ces mangas souvent écrivent sur des bateaux.
En fait, ça les inspire, oui, c'est les fameux mangas de la marine. Les mangas de la marine. Ah bah ça tombe bien que vous parliez de bateau. C'est très bien. Manga de la marine, n'importe quoi. J'y ai même pas rêvé. Heureusement que vous écoutez, ça fait plaisir parce que. En fait, c'est grâce à sa tête que je me suis aperçu qu'il y avait un petit quelque chose. Comme je le connais un petit peu, d'accord. déjà venu à Donc l'émission. c'est parce qu'il a regardé la pub maintenant pour les trains où ils nous font oui, tout le monde peut écrire que dans le train, alors du coup il faut prendre les abonnements là. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors on parlait de bateau, on se souvient, il y a 15 jours environ, nous recevions Pascal Sanchez, il est réalisateur, il est producteur d'Histoire d'eau. L'eau de l'Essonne, dont il est littéralement amoureux. Il y a 2 semaines, il avait été question de la Bièvre. Aujourd'hui, c'est la Chalouette qui nous intéresse. Vous connaissez la Chalouette, vous ? La Chalouette, oui, c'est à côté ça passe vers les Tempes, dans les Tempois, dans ce coin-là. Et je saurais même chercher l'endroit exact où elle passe, mais je me souviens plus. Ah bah vous allez le retrouver. C'est un petit ruisseau très sympa, la Chalouette. Ah bah bon, elle fait quand même 7 ou 17 km, je crois. Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est dans un environnement, comme vous l'évoquiez, assez exceptionnel. On regarde. Aujourd'hui, dans Histoire d'eau, nous plongeons dans les profondeurs de la Chalouette. La Chalouette, longue de 15 km, traverse l'Essonne et prend sa source à Chaloux-Moulineux. J'oubliais. L'origine la plus souvent citée pour expliquer le nom de la Chalouette est le terme calot, qui signifie calcaire, donnant l'idée d'une petite rivière calcaire. Une autre explication viendrait du latin cala, qui veut dire abri sous roche. Ces 2 points de vue dépeignent bien les lieux et les pentes gréeuses que dévale notre rivière. Chaloux-Moulineux est un village rural où 6 fermes exploitent les terres nourricières de la Beauce. La Chalouette y alimente 2 étangs. En contrefort des berges, elle abrite un manoir et les ruines de l'église Saint-Thomas-Becket. Elle s'écoule ensuite par la vallée vers Chaloux-Saint-Mars. On peut y admirer l'église Saint-Médard ainsi que le manoir du Tronchet, ancienne maison d'Alfred de Vigny. Notons que la commune fut au centre de l'actualité en 1997, lorsqu'elle reçut la visite du pape Jean-Paul II, venu se recueillir sur la tombe de son ami pédiatre et généticien, le professeur Lejeune. Les rives de la Chalouette sont parsemées de rochers de grès, de pins noirs et de chênes. Le promeneur peut cheminer sur les crêtes de Saint-Hilaire et ses magnifiques cressonnières. Notre rivière rejoint enfin Étampes, ville d'art et d'histoire, au lieu dit les Portereaux. Les eaux de la Chalouette ont été réunies à l'entrée de la ville pour former ce qu'on a appelé la rivière d'Étampes. Pour conclure, aux sources de la Chalouette se dresse la fontaine Sainte-Apolline. Une reproduction de la sainte veille sur les lieux. Les esprits moqueurs disent qu'Apolline ne sourit jamais. Et pour cause, Apolline était une martyre qui s'était fait briser les dents. Il serait trop long d'expliquer comment la sainte en arriva à perdre son sourire. Mais toujours est-il qu'elle tient dans ses mains une tenaille. Non pas parce qu'elle est la patronne des garagistes, mais tout simplement celle des arracheurs de dents. Et on retrouvera donc une autre histoire d'eau, donc une autre rivière du département de l'Essonne, d'ici 15 jours. Vous seriez capable de citer 10 rivières, vous ? 10 rivières de l'Essonne ? Ouais. Allez, 5. Oh, il y en a un paquet. 5. Oh là là. Alors, déjà, j'en ai 2 d'un coup. Il y a la Renarde et la Rémarde. Il y a la Bièvre. L'Orge. Ouais. La Seine. Déjà, ça en fait 5. On m'a demandé 5, il y en a 5. Bon, d'accord. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné, au fait ? Rien du tout. Ma La prochaine fois, demande d'abord le gain. Le gain et ma après considération, mais vous l'avez déjà. Ah, merci, Patrice. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai chaud parce que j'aurais pas su répondre. Mais non, mais c'est pas vous que j'ai posé. Hein. Bon, par contre, vous, on va revenir à votre pièce, Grand appartement en Tramant. Tout à l'heure, on parlait de pièces de boulevard, vaudeville. Quels sont vos maîtres ? Voilà, vous les avez cités. En fait, il n'en manque plus qu'un. Il y a Feydeau, vaudeville, Guitry. Voilà, de fait. Et puis, bien sûr... Courteline ? Non, pas trop, finalement. Mais bon. Bon. Un cousin, alors, aussi, quelque part, Courteline.
Bah oui, parce que si on cite les verbes et les adverbes qu'il a fait par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par la grammaire. Ah oui, c'est quoi votre histoire de mamie? Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que je rebondis sur Courteline. Oui. Moi, ça me, voilà, j'ai un point commun avec un professeur des écoles pour lequel on va dans les écoles, il y a de le dire, de la petite école au collège, à l'aide de marionnettes ou de faits manier la grammaire pour éviter qu'ils fassent des fautes d'orthographe. Et on a appelé ça Mamie Grammaire et ses animaux. Sympa. Voilà. Donc là, le lait, E-E-S-T, ce sont des cousins apparentés, mais très éloignés, qui se retrouvent un jour, et vous avez l'adverbe, le pronom, le verbe, et ça dure 1h30. Ils sont passionnés, et ils corrigent les fautes, donc de fait de leur dictée qu'ils ont fait la veille. Et c'est fait comment? C'est fait sous forme de pièce de théâtre? Alors ça peut être effectivement manié sous forme de théâtre, il l'a fait avant moi, parce qu'il a joué cette pièce en 2005 à Paris. Ça n'a pas très très bien marché parce que forcément dans le domaine en question, les gens ne venaient pas forcément voir parce qu'il y a très peu d'infos en fait, hormis l'éducation nationale. Donc par contre dans les écoles, oui, il y a une diffusion des marionnettes. Il y a aussi des champs d'action avec des vidéos et puis des écrans tactiles forcément. Donc ça intéresse aussi les collèges. Et là, on intervient effectivement, moi en tout cas, j'interviendrai en Essonne pour ce faire. Voilà. Donc, Mamie Grammaire et ses animaux. Le message Mamie est Grammaire et ses animaux, il n'y a aucun problème. Hein on va le marquer en grande lettre. Ah oui, on va marquer sur des banderoles. Ah oui, comme hier après-midi avec Jean-Luc. Bon. Ah non. Ah non, c'est pas très bien. Non, mais c'est pour m'empêcher de chanter. Mais bon, ah oui, on verra ça. À la fin de l'émission. J'y vois bien clair le jour où vous aurez 80 000 personnes qui viendront regarder votre pièce, là... il pourra venir chanter. Ah ben voilà. En première partie. Entre parenthèses, en dehors de toute politique. Quel acteur? Oui, c'en est un quand même. Moi, j'aurais pas déjà pu citer les rivières. Déjà. C'est pas moi qui parlais. Non, je parlais de Jean-Luc Mélenchon. Ah bon? Oui, Front de Gauche. Je croyais que... Bien sûr. Ah ben non. Lui, c'est un acteur né. De toute façon, il les dirige et puis en même temps... Il met de la dynamique. Il met énormément de dynamique. Moi, j'adore le boulevard. Je trouve que c'est souvent à tort. Souvent à tort, exactement. Souvent à tort, c'est décrié parce que effectivement, il y a une époque dans les années 70-80, on va dire, il y a eu des merdes. Excusez-moi d'employer ce mot-là, mais c'est vrai. Il y a toujours une élite. Il y a toujours une élite qui fait. Voilà. C'est pour le bas peuple. Mais c'est faux. Le vaudeville existe depuis très longtemps parce que même, je vais faire hurler tout le monde, mais même Molière, c'était du vaudeville. Bien sûr, et aujourd'hui, quand on va voir Molière, on peut aussi aller voir des pièces de divertissement. On passe un bon moment. C'est bien écrit. Il y a une mécanique et il n'y a pas de raison de cacher le vaudeville. Mais ça a conquis ses lettres de noblesse à partir du moment où de grands acteurs s'y sont mis. Oui. Au début, ils n'étaient pas trop connus, puis après, il y a des énormes qui sont arrivés. Et rien qu'en rentrant sur scène, on a envie de rire. Alors bon, c'est vrai. Et puis ça dépend aussi quand même du travail de l'un et des autres, et puis surtout du metteur en scène. Chaque adaptation n'est pas forcément la pièce sur la pièce de Molière, par exemple. C'est très difficile. Bien sûr. Comment vous est venue l'idée du scénario de Grand Appartement? Tout simplement parce que j'aime les films de Gérard Horry. J'étais bien sûr jeune homme il y a quelques années, et quand j'étais tout petit, j'avais l'interdiction de regarder la télévision. Forcément. Vous étiez puni tout le temps? Non, pas du tout. Il fallait aller du bonheur, une bonne famille. Voilà. Bon. Mais sauf que, à un certain âge, à 8 ans, on aime bien quand même regarder la télévision. Et quand à 10 ans, je commençais à écrire certaines choses, je me suis dit, voilà, ce pourquoi j'ai réveillé mes consciences à la lecture, à l'écriture, ça a été Louis de Funès, le film de Gérard Horry. Je comprends pas tellement là, parce que vous avez commencé aussi par écrire des poèmes, des petites choses. C'est tout à fait autre chose. Bon. Si vous allez par là, j'ai écrit des choses à l'âge de 10 ans, même à 8 ans. Sur un carnet spirale. Voilà, tout à fait. Où j'ai commencé à écrire une pièce. J'avais 10 ans. D'accord. Voilà. Et ça s'appelait Vieux ICO. Vieux ICO. Voilà. Non, vous n'êtes pas loin de la vérité, parce qu'il s'agissait de corsaire, effectivement, et ça s'appelait Vieux ICO. Et j'avais 10 ans.
Mais vous en vouliez à quelqu'un, je sais pas. Ah non, on nous avait demandé de faire ce qu'on appelle les spectacles de fin d'année. Ah, d'accord. Mais vous l'avez fait et ça s'est produit. Oui, tout à fait. Avec vos camarades. Oui. Voilà. D'accord. C'est la première fois où j'écrivais quelque chose pour tout le monde. Voilà. Et là, comme vous avez eu des applaudissements, vous vous êtes dit. C'est pas forcément moi qu'on applaudissait parce que j'étais pas dedans. En fait, je l'avais écrit et c'est mes camarades qui étaient applaudis sur la scène. L'auteur, c'était moi, j'étais derrière. Moi, j'étais pas sur la scène. Mais quand même une fierté. Oui, j'arrivais à la fin en petit corsaire avec un voilà. À 10 ans, voilà. Bon, les décors de Roger Hart. Ah non, non, les décors tout simples, de la primaire au collège, voilà, c'est des planches, il n'y a pas de décors. Mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Vous allez de temps en temps au cinéma ou pas? Alors, oui, j'y vais de temps en temps. Mais moi, les films en relief, c'est pas mon truc. Non, ça d'accord, mais en dehors de ça, vous avez un style préféré Ah oui, donc le comique, les comédies. Alors là, vous n'allez pas le voir, celui-là. C'est celui dont je vais parler, là, et pourtant, faut pas le manquer. Il sort après-demain, ça s'appelle Después de Lucia, donc après Lucia, c'est un film de Michel Franco, c'est un drame franco-mexicain en espagnol qui prend aux tripes. Certains d'entre vous ont peut-être vu, c'était sorti en 2009, Daniel y Ana. C'était l'histoire de deux vies absolument cassées, anéanties, en quelques heures, celle d'une sœur et d'un frère qui vont être kidnappés par des individus sans scrupules et vraiment avec des conséquences que l'on ne va même pas essayer de deviner. C'était horriblement dur. Une façon de tourner du metteur en scène extrêmement incisive, ne mettant aucun détail et ne s'embarrassant pas de préjugés. Pour ce nouveau film, donc Después de Lucia, il y a le même genre de réalisation avec une étude scrupuleuse des sentiments humains que l'on regrette de deviner en rapport avec ceux que peuvent éprouver de petits bourreaux d'ailleurs, et même des plus grands, des compagnons de classe. Vous avez remarqué que j'ai pas dit camarades de classe, mais je dis compagnons de classe importants. Ce sont des ados qui fréquentent Alexandra, c'est le nom de la jeune fille. Elle et son père, évidemment, ont énormément de mal à se relever de la mort, vous l'aurez compris, de leur mère et épouse, qui est donc Lucia. Alexandra souffre terriblement de son absence, va devenir la potiche, le souffre-douleur des jeunes gens dans des conditions qui rendent le spectateur extrêmement mal à l'aise. Ça se passe au Mexique, donc je vous l'ai déjà dit. Ce pourrait être en France, parce que là-bas, comme chez nous, il y a la fausse chaleur des réseaux sociaux, très bien décrit dans le film, qui peuvent pervertir les plus faibles. Et puis il y a surtout ceux qui, en groupe, découvrent une sorte de pouvoir en se liguant contre une personne qui est devenue évidemment marginale. La fin du film, elle peuplera certainement bon nombre de cauchemars. Je vous laisse regarder quelques scènes relativement soft, évidemment, de Después de Lucia. ¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Qué relación lleva con su hija? ¿Cómo se lleva? Bien, bastante bien. ¿Qué drogas consume su hija? No drogas. No esa noche, tal vez. No drogas. ¿Sabe el nombre de los amigos que estuvieron en la playa con su hija? Ninguno. Es una escuela nueva. ¡No me hagas esa cara! ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ya no. Usted sabía que la molestaba. Et donc mercredi prochain au cinéma François Truffaut de Philippe Mazarin et puis au ciné Massy. Vous me disiez, Claire, pendant la diffusion de cette vidéo, que c'est fou ce que je vous cite, les ados peuvent être méchants entre eux, que ce soit au Mexique, n'importe où. Et c'est dû à quoi? Parce que, bon, attendez, vous n'avez pas eu à, je pense, à souffrir n'étiez pas marginal, donc, mais vous avez vu les souffres-douleurs? Même en étant pratiquement normaux, on arrive à avoir des moqueries.
voilà, moi par exemple j'étais plutôt bonne élève, oui j'avais des moqueries dues à ça, voilà. Oui, oui. Mais des bonnes moqueries. Après voilà, c'est pas poussé à ce point-là. Mais chaque adolescent, surtout quand on en discute un peu plus tard, on a subi par d'autres, par des groupes d'autres, voilà, des choses que parfois voilà, c'est juste pas agréable. Enfin, non, bien sûr. Qu'on essaie de nous tirer en sport sous la douche froide, c'est pas agréable, tout habillé, voilà. Enfin, des trucs qui en soi. C'est très sympa. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est très sympa ça. Voilà, des trucs qui en soi sont pas non plus graves, mais le problème c'est que ça va beaucoup plus loin quand on voit quand même des coups de poignard ou frapper ou voler. Là, nous avons une actualité. Malheureusement, oui, mais c'est que l'actualité le prouve que malheureusement c'est quand même ça. Et qui s'aggrave et qui se multiplie. Je veux dire, ce genre de dérive. C'est de la délinquance facile quand on est ado, quoi. En fait, mais même c'est vrai que adolescent. malheureusement les réseaux sociaux je l'ai évoqué au sujet du film. C'est le sujet du film. Je l'ai évoqué au sujet du film, mais cette violence, on a l'impression qu'elle est larvée en ce moment, alors que ça n'existait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, pas de cette manière. Je pense qu'on en parlait moins. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que vous l'avez peut-être lu, Philippe aussi peut-être. Est-ce que vous peut-être faire aussi lu un bouquin, je crois qu'ils en ont fait un film aussi, qui s'appelait Sa Majesté des Mouches. Ça vous dit rien? Oui, ça me dit quelque chose. Alors je ne sais plus pourquoi, il y a un bateau qui fait naufrage et arrive sur une île, une colonie de vacances, que des mômes, mais pas un adulte. Et au début, tout le monde va s'entraider, bien entendu, et puis d'un seul coup, il y a une hiérarchie qui va se former. Et il y a évidemment ceux qui deviennent chefs de bande, qui veulent asseoir leur pouvoir et par conséquent qui deviennent méchants, qui deviennent tortionnaires. Et il y a un des souffres-douleurs dont je me souviens, c'est le binoclard. C'est celui qui a des lunettes avec des foyers gros comme ça. Et d'ailleurs, on va lui casser ses lunettes et il est complètement perdu. Il est encore plus souffre-douleur. Il y a le gros qui n'arrive pas évidemment à bouger. Et c'est un reflet de ce que peut devenir la société quand ça va mal, quoi. Tout à fait. Quand ça va mal, alors surtout sur une île, en plus. Bien entendu, où il y a quand même à manger des fruits et des trucs comme ça. Mais c'est épouvantable, les enfants qui deviennent méchants adultes. Voilà. Atroce. Bon. Tous les jours, nous mettons un coup de projecteur sur une question de droit, ce que l'on peut faire ou non, ce qui est autorisé, ce qui est toléré. Aujourd'hui, Maître Toledano, alors que le prix du tabac, vous le savez, a une nouvelle fois augmenté considérablement, nous dit ce que l'on risque en fumant un joint. Bonjour et bienvenue dans Question de droit. Vous avez une question sur le droit, en moins d'1 minute, nous vous apportons la réponse. La question aujourd'hui est la suivante. Fumer un joint est-il autorisé? Alors c'est une question intéressante parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la possibilité de dépénaliser le cannabis par exemple et l'usage de cannabis. Eh bien en France, il faut savoir que c'est prescrit. Ce n'est pas autorisé de fumer un joint. Si vous êtes majeur et que vous êtes arrêté en possession de cannabis pour votre consommation personnelle, eh bien vous risquez des sanctions. Alors c'est vrai que le procureur peut peut-être annuler les poursuites et vous pouvez ne pas avoir de peine, mais ça peut également aller jusqu'à rappel à la loi, un stage de sensibilisation au danger de l'usage de cannabis, jusqu'à également une amende, voire même de la peine de prison si vous êtes majeur. Je parle donc uniquement de l'usage de cannabis. Évidemment, si vous êtes arrêté avec en votre possession du cannabis en grande quantité et que c'est donc pour la revente, si vous dealez du cannabis, là les sanctions sont beaucoup plus graves. C'est du trafic de drogue et vous risquez de la prison ferme et c'est uniquement dans ce cas-là de revente de cannabis. Soyez donc très prudents, je vous invite à ne pas consommer de matières stupéfiantes quoi qu'il arrive et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question de droit. Et on retrouvera Maître Toledano dans 15 jours, vous l'aviez compris, c'est pas tous les jours, quoique on pourra en apprendre tous les jours aussi. On revient donc à Philippe Daniel à l'auto, le grand appartement entre amants, on en revient dans un instant, on voudrait aborder quand même vos poèmes et chansons. Ça c'est quelque chose qui vous prend aux tripes depuis des années. Oui. Et
à la différence peut-être de la pièce en question, là, vous aimez surtout, non pas délivrer des messages peut-être, mais vous pencher sur des problèmes qui sont des problèmes de société. Exactement. Enfin, deux choses, deux cas de figure. Il y a des contes que je répartis, c'est très éclectique, ça va de 3 ans à 99 ans, donc pareillement je vais en petite école pour certains contes et je vais dans les maisons médicalisées pour d'autres. Donc c'est très éclectique parce que je m'intéresse à la société en général. Voilà. Et l'autre, ce sont les chansons, effectivement, dont vous parlez. Et je suis en préparation d'un album, puisque je suis en enregistrement studio. Il y en a 6 de fait, et il m'en faut 12. Donc, pas un peu dur, ça, d'aller tout terrain comme ça Non, parce que ça fait partie du recueil de chansons et poèmes que j'ai écrit. D'accord. Voilà. Avec One More for the Road. Oui, celui-là, par exemple. Eh ben voilà. D'accord. Bon, ça vient naturellement, ça, ou alors ce sont des petites notes que vous avez prises au cours des années? Alors, non, certaines ont été écrites en un quart d'heure, voilà, sur un comptoir, comme Malbarret, par exemple, ou Vieux Western. N'ayez pas peur en disant ça, que ça pousse les gens à dire « Oh, ça ne doit pas être bien, puisqu'il a écrit ça sur un comptoir entre 2 bières ». Oui, on peut dire ça comme ça, mais moi, je suis natif plutôt on en parlait tout à l'heure, de campagne, et à la campagne, ça parle. Donc, Vieux Western, c'est parti de gens qui jouaient de la guitare. Bien sûr. Et c'est d'agrément, effectivement, il y a eu une bonne bière, puis la bonne bière, ça fait parler les gens, puis voilà, on commence à écrire, tout simplement. Malbarret, c'est autre chose. C'est un fait de société, effectivement, où je parle de gens qui sont au chômage, de SDF comme Macadam, que j'ai écrit dernièrement. C'est pareil, ça parle de gens qui sont malheureusement fragilisés dans une société où tout bascule très très vite. Voilà. D'accord. On peut remarquer quand même, à travers vos textes, vous avez une espèce de nostalgie de l'enfance. Oui, il m'est arrivé, là, ne serait-ce qu'il y a 15 jours, de citer un texte, tout touche à tout, pour un jeune homme qui m'a dit, moi, quand j'étais enfant, je me berçais de mes poupées et de mon nounours. Ça tombe bien, j'ai un poème à vous citer, et les enfants ont aimé, du coup, je vais chez eux animer un anniversaire dans 15 jours avec la famille. Eh ben, c'est sympa. Voilà. Et avec les adultes, vous pourrez leur parler de grands appartements entre amants. Alors, on va quand même rappeler une chose. Ils sont invités, d'ailleurs, quand même. Il y a d'abord Villemoisson. Oui. C'est pas longtemps, le 5 octobre à 20h30 au Ludion. Oui, c'est vendredi, le 5 octobre, vendredi, c'est ça? C'est vendredi. Et puis, il y a Sous le chapiteau. Oui, tout à fait. De monsieur Rudiliata Circus Hendrix Nels. D'accord. Alors, je voudrais quand même, pour finir l'émission, qu'on voit quelques images de son cirque, parce qu'on parle de son cirque et franchement, il se donne du mal. Ah, bah oui, tout à fait. Même s'il n'est pas présent, parce qu'il devait venir aujourd'hui, il monte son chapiteau sur Paris en ce moment, donc il est bien normal de lui rendre un peu hommage. Voilà, c'est le Rudiliata Circus. Voilà, exactement. Alors, une petite chose, après que je préciserai par rapport à ce cirque. Voilà. À la coupole du chapiteau, au 18 trapèze aérien, Alit Fratelli. Et pour vous, chers amis, Anaïs. Alors, la petite, là, vous me disiez, la petite qui était avec les grands voiles, là, elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Ouf. Voilà, elle commence à intégrer. Elle vient de l'école Fratellini. D'accord, bonne école quand même. Oui, une bonne école. Alors, moi, j'adore les petits cirques parce que dans les petits cirques, il y a un professionnalisme qui est extraordinaire parce qu'ils ont peu de moyens. Exactement, c'est tout à fait ça. Et malgré tout, ils ont fait de ce spectacle vivant. Chaque année, ils en changent. Ils ont des artistes qui viennent du monde entier, de Moscou, de Pologne. Ce sont des artistes à part entière parce que dans ce cirque en question, il n'y a pas d'animaux. Voilà, il n'y a pas d'animaux, donc c'est un choix.
Ah oui, tout à fait, c'est un choix de la famille depuis 300 ans, sans animaux, voilà. Et ce cirque en question, effectivement, présente de nouveaux spectacles vivants avec des artistes qui viennent de partout dans le monde, en fait, voilà. Et nous-mêmes, finalement, aujourd'hui, artistes des planches parisiennes, on arrive à aller au cirque en deuxième partie de spectacle. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer sous un chapiteau par rapport à une scène traditionnelle? Alors, concrètement, j'ai demandé la même chose à mes artistes. Au début, c'était un peu ce que je vous ai dit, revenir à l'ancien temps où on était tous à quasiment saltimbanque, et Rosé Lanzac le disait lui-même, la piste aux étoiles, eh bien, ils ont tous été d'accord de travailler sur un 18 rond parce que ça s'appelle un 18 rond. Voilà. Bon. De toute façon, on ira. Et c'est quand ça? Alors, il y a la date du 21-23 à Longpont-sur-Orge et 27-28 à Igny, près de Palaiseau. Mon cher Philippe Daniel Lotto, merci de votre présence et on aura l'occasion de le rappeler. On se retrouve demain évidemment à la même heure avec d'autres invités. Salut!